Hop, voilà. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, pas trop fatigué. On va aborder le mode de locomotion natation. Comme la dernière fois, un petit peu de théorie et puis on essaye rapidement de passer, enfin d'intégrer, on va dire, de la mise en pratique directement à l'intérieur du diapo pour que ça passe un peu plus vite. N'hésitez pas à intervenir, à poser des questions. Faut pas avoir peur de déranger. Au contraire, plus vous allez intervenir, plus ça va être vivant et interactif. Et c'est ça l'objectif là, de ces visios, c'est vraiment de répondre à vos questions. Donc le support, il est ce qu'il est, il vaut ce qu'il vaut. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de répondre à vos questions. Donc voilà. Et je crois que Thomas vient de mettre le lien de la précédente vidéo sur la conversation, si tu veux. Vous voyez bien le diaporama? Oui. Ouais, c'est bon. Eh ben parfait. Eh ben on attaque. Du coup, on va commencer voilà, par la base. Au niveau de la natation, si on s'attaque un peu aux repères sensoriels, voilà, c'est un milieu, le milieu aquatique, c'est un milieu qui est particulier, qui est très différent du milieu terrestre. Certains au club s'en rendent compte rapidement, de nombreuses personnes même. C'est différent de plusieurs manières. Au niveau du déplacement, sur Terre, bah, voilà, on se déplace principalement avec les jambes. Dans l'eau, on se déplace principalement avec les bras. Au niveau de l'équilibre, sur Terre, c'est les bras qui vont servir d'équilibre. Dans l'eau, c'est les jambes. Au niveau du regard, quand on se déplace dans la vie de tous les jours, on a le regard à l'horizontale. Dans l'eau, on a le regard vers les carreaux, donc à la verticale. Au niveau de la respiration, sur Terre, c'est automatique, c'est inné. On n'a pas besoin de réfléchir pour respirer. Dans l'environnement aquatique, c'est forcé, même c'est un apprentissage pour apprendre à respirer dans l'eau, enfin dans le milieu aquatique. Vous m'avez compris. Et au niveau des forces qui s'exercent sur vous, sur nous, on est soumis à la gravité sur Terre et on est soumis à la poussée d'Archimède dans l'eau. Vous voyez que tout est complètement différent dans l'eau, dans l'espace aquatique par rapport à la Terre. Vous pouvez le voir aussi sur les petits schémas sur la droite. Donc tout ça pour comprendre que c'est un milieu qui est complètement différent du milieu dans lequel on a l'habitude d'évoluer et que donc forcément ça va impacter notre manière de se déplacer, de se repérer et donc ça va engendrer de nombreuses problématiques que tout le monde rencontre et auxquelles il va falloir s'habituer et surtout va trouver des solutions pour s'y déplacer en étant à l'aise, entre guillemets. Du coup, là, on va aller un petit peu sur les principes de base de la nage, de la natation. Il y en a trois grands principes, sans rentrer dans les détails. Le premier, c'est la flottaison. Pourquoi on met la flottaison en premier? Parce que c'est le plus important, entre guillemets, le premier à acquérir. Si déjà vous flottez pas, c'est compliqué. Alors, je vous rassure, tout le monde flotte normalement. Tout le monde flotte au moins un minimum. Il y a deux choses qui nous permettent de flotter. Tout d'abord, notre masse graisseuse qui flotte et surtout l'air qu'on va avoir dans nos poumons. D'accord. C'est ça qui va surtout nous permettre de flotter et de rester à la surface. Donc voilà, ça c'est pour les gens qui sont plutôt inquiets et pas à l'aise dans le milieu aquatique. Vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous noyer. Le seul moyen de se noyer, c'est de paniquer, généralement. Sinon, si on est détendu, à l'aise, normalement on flotte, on a juste à se mettre sur le dos, vous faites le test, vous mettez en étoile de mer. Vous n'allez pas finir au fond de la piscine si vous remplissez votre cage thoracique d'air. Ensuite, plus le corps il est allongé dans l'eau, c'est ce que je note, plus il offre de surface de flottaison. D'accord. Si on se repère sur le schéma en haut à droite, là, vous voyez que le bonhomme il a les bras bien étendus devant, les jambes bien tendues derrière, donc il augmente sa surface de flottaison. Donc plus cette surface de flottaison est grande, meilleure sera la flottaison. C'est pour ça que vous m'entendez souvent dire sur le bassin, essaye de te grandir, essaye de t'allonger. Voilà, c'est vraiment ces mots-clés. Plus vous allez avoir une grande surface de flottaison, plus vous allez flotter. Plus vous allez flotter, plus la suite sera facile, on verra après. La flottaison, ça regroupe deux choses, l'équilibre et la stabilité. L'équilibre, ça va être, dans les termes un petit peu lourds, la position longitudinale par exemple, du corps, donc la position de la tête aux pieds, qui permet de répartir le haut et le bas du corps. Okay, donc pareil, sur le schéma en haut à droite, là vous voyez qu'on est parfaitement à l'équilibre, les pieds sont au même niveau que les mains. D'accord. Là, on reconnaît généralement les coureurs à pied ou les cyclistes qui ont des grosses cuisses. Et généralement, on a les mains à la surface
et les pieds 50 cm sous l'eau. On se retrouve comme ça dans l'eau, beaucoup de résistance à l'avancement, et là, on n'est pas à l'équilibre. D'accord ? Premier principe de la flottaison, c'est de réussir à être à l'équilibre. Et donc, je parlais des jambes, une plus grosse densité. C'est une excuse, mais c'est pas fatal, c'est pas fatidique. D'accord ? On peut quand même réussir à être à l'équilibre et avoir une belle flottaison, même en ayant des grosses cuisses. Et ensuite, on a la stabilité. La stabilité, c'est un peu le même principe que l'équilibre, mais c'est la position latérale et non pas longitudinale du corps. Donc, du côté droit, je mets de la main droite à la main gauche, du côté droit au côté gauche. Donc là, ce que vous voyez sur le schéma en bas à droite, avec ce qu'on appelle le roulis des épaules, notamment. On va passer d'une stabilité de côté gauche à côté droit, à côté gauche, à côté droit. OK ? Est-ce que ça va pour ça ? C'est très théorique pour commencer. Voilà, si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas. Si c'est bon, on va passer assez rapidement sur ça. Et c'est parfait. Donc, le deuxième principe, donc là, on a vu la flottaison. Le deuxième principe, c'est la propulsion. D'accord ? La propulsion en natation, elle se fait principalement avec les bras. D'accord ? Il y a deux phases, entre guillemets. Il y a une phase de traction où on tire l'eau sur un axe. J'ai mis sur un axe imaginaire longitudinal parallèle à l'axe du corps. Un peu compliqué. Globalement, quand vous êtes devant, je ne sais pas si vous voyez à la caméra en même temps, mais voilà, quand vous tendez le bras devant dans l'eau, là, on a la main qui est en avant des épaules. Et donc là, le mouvement que vous allez faire, c'est un mouvement de traction. Une fois que votre main elle a passé la ligne des épaules, là, on va être sur un mouvement de poussée. D'accord ? La différence, elle se situe là. Donc la propulsion, on est d'abord sur une phase de traction, puis sur une phase de poussée où on pousse l'eau. Donc on tire l'eau, puis on pousse l'eau. Ça, c'est ce qui va nous permettre de nous propulser. La propulsion, elle se fait également avec les jambes. Les jambes, elles ont donc un rôle de propulsion, mais elles ont aussi un rôle de flottaison. Donc ça, c'était notre premier principe. Donc elle va jouer un rôle au niveau de l'équilibre et de la stabilité. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec les coureurs ou les cyclistes qui ont une grosse densité au niveau des jambes, qui se retrouvent avec un mauvais équilibre. Là, le fait de mettre des jambes, plutôt que de vous servir à vous propulser, ça va surtout vous servir à vous équilibrer, à vous remettre les jambes au niveau de la surface de l'eau. Okay. Et au niveau de la stabilité, ça va aussi permettre de compenser vos mouvements de bras. Vos mouvements de bras, ils sont en alternance. Vous avez le bras droit et le bras gauche qui sont en opposition, d'accord ? Et donc, ça va créer un déséquilibre au niveau de l'axe gauche-droite tout le temps. Et les jambes, les battements de jambes vont permettre en opposition de vous équilibrer. Okay. Attention, ce que je mettais, les muscles des jambes sont importants, sont volumineux et consomment aussi beaucoup d'énergie, notamment en oxygène. Et donc, forcément, plus on met de jambes, plus on s'essouffle vite. D'accord ? Surtout nous en triathlon, l'idée c'est de ne pas mettre trop de jambes parce qu'on va aussi avoir besoin de s'en servir sur le vélo et la course à pied. Donc nous, on va plutôt s'en servir uniquement pour l'équilibre et la stabilité, pour la flottaison, plus que pour la propulsion. Okay. Pas de questions là-dessus ? Non, c'est clair. Non. C'est tout bon. Eh ben, parfait. Eh ben, on passe au troisième principe. C'est là que ça commence à se corser, surtout la respiration. Forcément, si vous flottez parfaitement, vous vous propulsez parfaitement, à un moment donné, pour avancer, vous allez avoir besoin de respirer, sinon ça va être compliqué. On n'a pas le droit au tuba en compétition et on nage pas 50 mètres généralement en triathlon, donc on ne peut pas le faire en apnée, donc il va falloir respirer. Et la respiration, c'est le principal trouble à votre avancée. D'accord ? C'est pour ça que cette respiration elle doit être parfaitement synchronisée avec les deux principes précédents, donc la flottaison et la propulsion. Et pour respirer correctement, il va falloir le faire sans altérer donc, cette flottaison, sans diminuer l'énergie de propulsion et surtout en cadence avec les mouvements de la nage. Okay. On reviendra un petit peu plus loin sur à quel moment la placer, etc. Donc voilà un petit peu pour les grands principes de base de la natation. Donc je rappelle, flottaison, propulsion et respiration. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus précisément dans le crawl. On ne va pas rentrer dans les 4 nages ce soir. On s'intéresse plus particulièrement au crawl en triathlon. Et on va attaquer du coup justement par la ventilation du nageur. Et on va commencer par distinguer deux choses, le nageur expert et le nageur débutant, qui vont fonctionner selon deux logiques différentes. Et ces deux logiques différentes, elles vont impacter la nage en elle-même et forcément les défauts qu'on peut retrouver, notamment chez le débutant. Donc
voilà, sans être méchant ou pour vous piquer. Hein. Voilà, au club, il n'y a quasiment que des débutants. Hein. D'accord. Même ligne 1 ou 2, on peut considérer, enfin, personne n'est expert au club. D'accord. Il n'y a pas un seul nageur expert au club. Donc, tout le monde peut rentrer dans cette case-là. Le débutant, il va organiser sa nage pour être certain de pouvoir respirer à tout moment et en toute sécurité. D'accord. Ça, c'est le très, très gros débutant. Donc, du coup, pour ça, il va avoir tendance à conserver une posture verticale, donc ce qu'on appelle être debout dans l'eau, hein, si on exagère, et donc avoir une tête très proche de la surface, voire beaucoup trop en dehors de la surface. Et donc, ça impacte aussi, un petit peu comme la densité des jambes, la position du corps, la verticalité et l'équilibre. D'accord. Donc, on a les jambes qui coulent parce qu'on a la tête qui se lève. Le débutant, il va aussi avoir des actions qui le font flotter. Il va chercher à avoir des actions qui le font flotter parce que lui, sa priorité, c'est de respirer à tout moment. Il n'est pas à l'aise dans l'eau. Donc, s'il veut flotter à tout moment, toute son énergie elle va être consacrée au premier principe, à la flottaison et pas à la propulsion. C'est là souvent que le défaut, qui revient souvent, que vous avez sûrement dû entendre au bord du bassin, quand vous respirez, je vous dis attention à la main devant qui coule. Voilà, ça, c'est le défaut typique du nageur qui a des actions motrices pour flotter et pas pour avancer. D'accord. Je veux respirer et pour respirer, je veux sortir ma tête de l'eau et plutôt que de juste pivoter la tête, je viens complètement faire une flexion, complètement sortir la tête et pour ça, j'appuie sur l'eau. Je mets de l'eau, j'appuie sur l'eau pour m'aider à respirer. Sauf que moi, normalement, on a vu que le principe des actions motrices servait à avancer, d'accord, pas à respirer. Okay. On a vu que la respiration ne devait pas entraver notre propulsion et notre flottaison. En venant couler la main, notre main ne sert plus à avancer, elle nous sert juste à respirer. Donc ça, c'est pas bon. Ça nous freine. Okay. Et on se rend compte, du coup, c'est souvent des problèmes affectifs liés aux émotions. On a peur, on panique, même si on ne le ressent pas forcément comme ça. C'est ce qui se passe. Je ne suis pas à l'aise dans le milieu, je cherche mon air, hop, je me sers de ma main, je m'appuie pour sortir la tête. Okay. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faudrait faire, et ce que l'expert, entre guillemets, en natation fait, c'est qu'il va organiser sa respiration de façon à conserver toute la tête dans l'eau le plus souvent possible. D'accord. Conserver une posture horizontale, comme on a vu tout à l'heure avec la flottaison parfaite, les pieds au même niveau que les mains, et ne dépenser aucune énergie pour sa flottaison. Ça doit être hyper naturel et hyper fluide. Toute son énergie, elle est consacrée à la propulsion. Donc, ce que je disais, quand la main commence à faire une action motrice, commence à descendre, c'est pour avancer, c'est pour orienter ses surfaces propulsives vers l'arrière, pour nous avancer, pour faire avancer le corps vers l'avant, et pas pour aller vers le fond, pour faire le bouchon, comme on dit, et nous faire monter à la surface. Ok. Là-dessus, ça va ou il y a des petites questions? C'est bon. C'est tout bon. Parfait. Au niveau de la ventilation du nageur, tout le temps, toujours, pardon. Pareil, je refais un petit parallèle avec la terre et le milieu aquatique. D'habitude, c'est ce que je disais, c'est un réflexe de respirer, d'accord? On n'a pas besoin de réfléchir, là, vous êtes tous devant votre ordi, vous n'êtes pas en train de vous dire j'inspire, j'expire, ok, c'est naturel. Dans l'eau, ce que je disais tout à l'heure, c'est appris, ok? On est obligé d'apprendre à le faire, c'est pas quelque chose de naturel. Dehors, l'inspiration, elle est libre, l'expiration est libre. Dans l'eau, il faut que l'inspiration, elle soit courte par la bouche et complète, ce qui veut dire que je dois prendre beaucoup d'air par la bouche en très peu de temps. Pourquoi? Parce qu'on a vu que ma respiration, elle venait impacter ma flottaison et mon équilibre. Donc, si je veux impacter le moins possible, il faut que je passe le moins de temps possible à respirer. D'accord. Si pendant tout mon cycle de nage, j'ai la tête en dehors de l'eau, je me freine beaucoup. Si je fais juste un aller-retour rapide pour prendre mon air, je suis beaucoup plus efficace, je perds moins d'énergie et en plus, je me freine moins. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on met inspiration courte. En revanche, l'expiration, elle se fait sous l'eau. OK. Et là, elle doit être longue et progressive. D'accord. Il ne faut pas souffler tout son air d'un coup, parce que l'idée, ça va être de nager en amplitude et de rester le plus longtemps en position hydrodynamique dans votre nage, donc de rester le plus longtemps possible en glisse. D'accord. Quand on vous dit glisse devant, reste glissé, nage en amplitude, c'est ça. Plus votre expiration va être longue, plus ça va vous permettre d'expirer tout le long de votre moment, la tête sous l'eau. Okay. Elle est progressive, elle est forcée. D'accord. Donc il faut, parce que naturellement, l'expiration, elle n'est pas forcée, on expire naturellement. Et elle doit se faire par la bouche et par le nez. D'accord. Pourquoi par le nez? Notamment parce que vous allez faire vos culbutes, vous allez faire des virages, etc., etc. Sinon, vous pouvez vous prendre de l'eau dans le nez, par exemple. Ce n'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons, c'est une des principales raisons. OK. Ça va? Ouais. Inspiration courte, expiration longue.
L'inspiration courte et complète, l'expiration progressive aussi. L'idée, c'est que quand vous commencez à prendre votre inspiration, quand vous sortez la tête de l'eau pour prendre votre inspiration, pour faire clair, c'est que vous n'ayez plus besoin d'expirer. D'accord ? Si vous sortez la tête, vous avez besoin encore de vider de l'air et d'en reprendre, ça va être trop long. L'idée, c'est de tout expirer sous l'eau. Et au moment où je sors la tête, j'ai plus qu'à prendre de l'air. Okay, pour optimiser un peu le timing. Donc, on souffle par la bouche et le nez en forçant son expiration. On sort la bouche de façon très brève pour inspirer et on sort le moins possible la tête de l'eau. Le repère que vous pouvez avoir, c'est l'eau au milieu du visage, une lunette dans l'eau, une lunette en dehors de l'eau. Okay, si vous avez ça, c'est un repère assez simple qui vous permet d'être sûr de ne pas avoir la tête qui vient faire une flexion. Vous faites juste une rotation de la tête. Okay, toujours sur l'inspiration en crawl, on va se concentrer uniquement sur l'inspiration. Donc, je mettais bref, Lucas, elle est complète, ça on l'a vu, sans sortir complètement la tête de l'eau. Voilà. En fait, j'ai déjà attaqué ça, je fais un petit peu trop vite, pardon. Donc, je disais, ouais, tourner la tête sur son axe. Donc, la tête reste alignée avec le reste du corps, mais pas de cassure dans l'axe. Okay. L'idée, c'est de ne pas faire une flexion de la tête. Le repère que je donne souvent, c'est essayer de s'allonger sur son épaule. D'accord, si je viens j'ai le bras tendu devant, je viens m'allonger sur mon épaule, je vais avoir l'axe qui va être maintenu, je ne vais pas avoir de rupture, et en plus, ça va permettre à mon bras devant de ne pas couler. D'accord ? Donc, ça permet de corriger 2 défauts en un. La rotation de la tête, elle se réalise lors de la rotation des épaules, c'est le roulis, donc on voyait tout à l'heure au niveau de la flottaison. Le visage, voilà, faut pas regarder devant. Alors, sauf qu'on est en triathlon, on va regarder la bouée une fois de temps en temps. Mais sinon, on a le visage légèrement tourné vers l'arrière. Vous pouvez voir sur la photo, là, c'est Laure Manodou qui a le visage. Elle regarde pas devant, elle regarde pas complètement sur le côté, elle regarde de 3/4 vers l'arrière. Ce qui permet en fait d'avoir la bouche dans le creux de la vague qui est formée par la tête. Comme ça, si elle avait le regard un petit peu plus devant, elle boit la tasse. Là, vous voyez qu'elle a une lunette dans l'eau, une lunette en dehors de l'eau, et la bouche, elle est en dehors de l'eau. Okay. Donc ça, c'est top. Alors, je vous rassure, si vous n'allez pas assez vite, il n'y aura pas forcément une grosse vague, hein, vous ne serez pas embêté. Ça, c'est dans le cas où on nage suffisamment vite. Mais bon, globalement, il y a quand même des petites vagues qui se font, et dans tous les cas, ça va vous permettre de respecter le bon alignement. Et au niveau de comment on cale sa respiration dans la nage, ça, c'est la dernière ligne. Donc, la tête, elle tourne lorsque la main sort de l'eau. Donc, au moment où votre main sort de l'eau, c'est là que je commence à tourner ma tête. C'est pas avant. Le problème qu'on rencontre souvent, c'est qu'on commence à respirer avant d'avoir sorti la tête de l'eau. Okay, vous êtes tellement pressé de respirer que vous venez sortir la tête et après, je sors la main. Okay, donc là, on a un petit problème de coordination qui va entraîner d'autres défauts par la suite. Donc, le premier problème à régler, c'est ça. Je sors ma main. Tant que ma main n'est pas sortie, je continue à regarder vers le fond de la piscine, je continue à regarder les carreaux. Dès que ma main est sortie, par le coude, hop, là, je viens pivoter, je viens m'allonger sur mon épaule, je reste, je continue mon retour aérien, et une fois que ma main est revenue au niveau de la ligne des épaules, donc prête à rentrer dans l'eau, là, je peux rentrer le visage en même temps quasiment que je vais rentrer la main. Okay, je ne sais pas si c'est assez clair pour tout le monde, c'est assez imagé à l'oral. Ça va pour tout le monde? Ouais, j'ai une question, Robin. Ouais, dis-moi. Comment, en fait, moi, j'avais tendance à penser que plus la tête est en dehors de l'eau, moins je me freine aussi. Alors que là, finalement, la tête, elle est très rarement en dehors de l'eau, quoi. Alors, quand tu dis en dehors de l'eau, c'est pendant la respiration ou pendant la nage Globalement, pendant la nage. Donc, tu pensais que si ta tête était en dehors de l'eau, tu te freinais moins, c'est ça que tu veux dire? Bah ouais. J'ai moins de force contraire à ma propulsion ou je viens pas me freiner, quoi. Alors que si ma tête est en dehors de l'eau, bah du coup, je freine pas Ouais. mon élan dans l'eau. Le problème, c'est que si tu as la tête en dehors de l'eau, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si je reviens sur le premier schéma, je crois que c'était là. Ah oui, j'ai pris en cours, ouais, pardon. Ah, pas de souci. Pas de souci. En fait, si tu sors la tête de l'eau, ce qui va se passer, c'est que tu vois là ton bonhomme, je ne sais pas si tu vois le schéma en haut à droite. Là. Ici, ouais. Le bonhomme, il est à l'équilibre au niveau des mains et des pieds. Okay, ils sont au même niveau. Si tu lèves la tête, ce qui se passe, c'est que tes jambes coulent. Donc là, ta surface d'opposition à l'avancement, on va dire, est augmentée énormément. Okay, alors que là, tu vois ta tête, la surface, je ne sais pas si on voit la souris à l'écran, vous voyez pas ma souris? Si, je vois. Nickel. Donc là, tu vois, ça fait la taille de la souris globalement. Okay, ta tête, on est en niveau de frein. Effectivement, ça va faire un frein. Hein. On est bien d'accord, mais tu n'as pas le choix. De toute façon, il faut. Puis derrière, tu as tout ton corps. Par contre, si tu lèves un petit peu la tête en dehors de l'eau, tes jambes vont couler ici. Et là, tu vas avoir tout ça de surface de frein, multiplié par toute la longueur du corps, parce que ton corps va être dans cet axe-là. Ok. Ok. Si c'est un peu plus clair. Si, ok. Parfait.
Hop. Parce que j'en étais là, c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ok. Il y avait d'autres questions pour ça ou ça va pour tout le monde? Ça a l'air bon. Alors justement, la question tombait bien. La posture hydrodynamique. Ça, c'est des choses qu'on a travaillé. Si vous êtes venu à la piscine récemment, on a fait quelques exercices avec les coulées passives. Je sais pas si ça vous parle. Donc, vous voyez là, une belle coulée, une belle posture sur l'image de droite. Cette posture, elle permet d'avoir très peu de résistance à l'avancement. C'est la posture qui est la plus efficace pour glisser en limitant la perte de vitesse. Bien évidemment, si on reste juste dans cette position, on n'a plus de propulsion. On a juste la propulsion en poussant au mur, mais après c'est fini. On s'arrête et puis on ne peut pas respirer. D'accord? Donc on va bien être obligé à un moment donné de bouger. Mais sur le principe, ça c'est la position où il y a le moins de résistance à l'avancement. D'accord? Les mains l'une sur l'autre, les bras tendus et serrés, les jambes tendues et serrées aussi, alignés dans l'axe de déplacement, tout le corps, vous voyez, bien aligné, il n'est pas ni trop vers le haut ni trop vers le bas. Les pointes de pied sont tendues derrière et la tête est rentrée entre les bras. Le repère, c'est les bras juste au-dessus des oreilles, okay, pour être bien rentré. On serre les omoplates derrière. Ça, c'est la position parfaite, entre guillemets. L'idée, c'est de tenter de la conserver lors des coulées, qui sont plus efficaces en profondeur. On voit notre nageur, il est quasiment au fond du bassin. D'accord? Pourquoi? Parce que ça va permettre notamment d'éviter tous les mouvements, toutes les déformations de l'eau qui sont à la surface. En fait, plus vous allez aller profond, moins vous allez encore une fois avoir de résistance à l'avancement. Des résistances à l'avancement qui ne sont pas liées à vous, mais qui sont liées au mouvement de l'eau. Okay, donc voilà, c'est pour ça qu'on tente de la conserver lors des coulées. Et lors de ces actions motrices pour se propulser, donc lorsqu'on utilise ses bras pour avancer, le nageur, il essaie de rester le plus proche possible de cette posture. C'est pour ça que, notamment en longue distance, là je parle, hein, on est sur l'optique du triathlon, on n'est pas sur des sprints. D'accord, là, notre nageur, si on l'imagine à la surface dans cette position-là, globalement, ce qui va changer, c'est juste, par exemple, le bras droit qui va venir faire sa partie de prise d'appui, d'accord, donc sa traction, puis sa poussée. Il va revenir quasiment dans la position initiale. L'autre bras n'aura pas bougé. L'autre bras, il est toujours bien tendu en position devant. Notre tête toujours placée vers le fond de la piscine, bien tendue, les pieds à la même hauteur que les mains. D'accord, donc, on essaye de rester proche de cette position et de s'en éloigner le moins possible. OK, ça, c'est la théorie. Dès que le corps il est plus en position hydrodynamique, il subit un freinage important. Donc, se propulser, c'est aussi se freiner, d'accord? Entre guillemets. Parce que lorsque je vais mettre mon bras à la verticale, ça va aussi créer un frein à l'avancement. Ça va me permettre de propulser, ça va effacer, entre guillemets, mais ça va quand même créer un frein. Quand je vais respirer, ça va créer un frein. Tout ce qui va vous faire sortir de cette position, c'est un frein à l'avancement. D'accord? Là, on va voir un petit peu les perturbations justement de cette position hydrodynamique. La première, donc on a évoqué pas mal depuis le début, c'est le redressement. Vous voyez bien sur le schéma. Si je suis dans cette position, alors là c'est exagéré, hein, mais l'idée est là, quasiment debout dans l'eau. Vous voyez que j'ai beaucoup de surface frontale, beaucoup de résistance à l'avancement. Si je viens monter les pieds, beaucoup moins de résistance à l'avancement. Okay, le redressement, il caractérise donc une rotation du corps sur son axe transversal pour passer de l'horizontale à la verticale. Le nageur, il a tendance à se redresser, je mettais pour plusieurs raisons, ce qu'on a évoqué déjà. Les jambes sont plus denses que le haut du corps et elles coulent, ou le nageur cherche à sortir sa tête de l'eau pour respirer, et plutôt que de venir faire juste une rotation, il vient complètement sortir la tête et ça va lui faire couler au niveau des jambes. Okay. Ensuite, on a ce qu'on appelle les appuis sustentateurs. C'est des appuis aquatiques qui sont dirigés vers le bas, qui aident à flotter. Ce qu'on a évoqué aussi un petit peu tout à l'heure, mais le problème, c'est qu'ils nous aident à flotter, mais du coup, ils font sortir la tête de l'eau. C'est aussi ce qui est recherché, mais ce n'est pas l'objectif premier quand on cherche à aller vite et à être efficace en natation. C'est peu rentable parce que du coup, on a une grosse perte d'énergie et de vitesse. Je passe assez vite, on l'a évoqué avant. Vous me redites si vous voulez que je revienne un peu plus en détail, mais normalement ça doit être bon. Une autre perturbation, la dernière grosse perturbation, c'est les lacets. Là, pareil, on a pas mal qui sont concernés. Globalement, la principale cause de ça, c'est les bras qui croisent. Vous voyez sur le schéma, j'ai mon bras qui croise devant, soit devant l'axe, soit complètement à l'extérieur de l'axe, et ça fait pivoter derrière tout mon corps. On fait le lacet, on fait le ver de terre, on fait le serpent, on peut appeler ça comme on veut. Donc voilà, vous avez l'idée. Donc là, on a aussi beaucoup de résistance à l'avancement, pas en profondeur, mais plutôt en latéralité.
Okay. Donc, on a une rotation du nageur sur son axe vertical, c'est une déviation dans la direction et qui sont généralement dues au mouvement moteur, donc les bras qui croisent. C'est un gros défaut qu'on retrouve chez beaucoup de monde et qui est très important de corriger parce que du coup, ça perturbe grandement l'hydrodynamisme. OK là-dessus. Un exercice tout bête, hein, ça je le dis souvent. Si vous croisez devant et que vous n'avez pas l'impression de croiser, que vous avez l'impression d'être bien dans l'axe et que je vous répète tout le temps, tu croises et que tu es persuadé d'être dans l'axe, ben vous nagez en ayant l'impression d'être complètement ouvert. Et vous allez voir que des fois, même en ayant l'impression de nager comme ça, vous croisez encore. Je ne sais pas si y en a qui se reconnaissent. Je crois que j'ai vu Manu notamment, hein, je crois qu'il est ce soir, Manu. Je lui ai dit plusieurs fois, il avait toujours l'impression d'être dans l'axe. Et puis un jour, je l'ai filmé, puis il s'est rendu compte que même quand lui, il avait l'impression d'être dans l'axe, il n'était pas du tout dans l'axe. Donc, du coup, ça l'a aidé. Depuis, c'est un petit peu mieux. Je ne sais pas si tu peux confirmer, Manu, mais je confirme, Robin. Non, il y a encore du chemin. Ouais, bah, c'est pas simple à corriger. Mais voilà, dans l'idée, c'est ça. Quand je vous dis vous avez les bras qui croisent, c'est pas pour vous embêter. Hein. C'est vraiment que c'est quelque chose qui va vous freiner et c'est dommage. C'est tout bête à corriger en plus. Hein. Il faut juste se rendre compte qu'on le fait. Et une fois qu'on s'en rend compte, c'est plus facile à corriger. Alors, je sais pas si c'est fait exprès, Jeff. Ouais, juste sur le point d'avant. En fait, il ne faut pas plonger le bras trop profond, en fait. Si je comprends bien, faut. Alors, pour le lacet ou les appuis? Ouais, pour celui-ci, la perturbation, en fait. Il ne faut pas mettre la main, le bras vraiment très profond. Il faut quand même essayer de rester à quelque chose d'un bras un peu plié, pas trop loin de son corps, en fait. Non. Alors, du coup, je me suis mal exprimé. Alors, là, c'est les appuis. On va revenir sur les appuis un peu plus en détail tout à l'heure. L'idée, là, c'est que les appuis, tu vois, si on regarde le schéma, le bonhomme sur la droite, là, au début, donc, le bras est bien tendu comme il faut. Et on voit que le bras reste complètement tendu et qui vient emmener vers l'arrière. Mais c'est-à-dire que sur toute la première partie, là, il ne pousse pas vers l'arrière. Il devrait pousser comme ça. Là, pour le moment, il pousse plutôt au début vers le bas et après en diagonale. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ok, si, il pousse vers le bas pour garder la flottabilité et la flottaison. C'est ça. C'est au niveau de l'épaule qu'il faut commencer à plier, quoi. Exactement. Donc, on verra en détail tout à l'heure, mais effectivement, il va falloir qu'il se passe quelque chose au niveau de l'épaule et au niveau du coude pour orienter ces surfaces propulsives, non pas toute droite comme ça, mais plutôt arrondi comme ça, comme j'essaie de le dessiner avec ma souris. OK. Ouais. Donc, si tu verras tout à l'heure qu'il faut aller chercher en profondeur, justement, pour les mêmes raisons qu'on fait une coulée en profondeur, c'est que les appuis sont plus solides, l'eau est plus dense, et donc on va pouvoir chercher des masses d'eau qui sont plus solides, et donc notre coup de bras va être plus efficace. Mais pour ça, pour que ce soit efficace, il faut que les surfaces propulsives soient orientées vers l'arrière et non pas vers le fond. C'est ça les appuis sustentateurs. Je ne sais pas si c'est plus clair. Si. Très bien. On va passer maintenant au cycle de nage dans son ensemble. Comme on peut avoir le cycle de pédalage en vélo, le cycle de la foulée en course à pied. Là, on a 6 étapes, 6 grandes étapes. La première étape, s'il en faut une pour commencer, c'est l'entrée de la main dans l'eau. D'accord ? Donc, c'est vraiment le moment où la main rentre en contact avec la surface de l'eau. Donc, normalement, je ne sais pas si vous me voyez à la caméra, mais voilà, l'idée, si je me mets ici, c'est vraiment d'avoir notre main qui rentre juste derrière la tête, avec le coude encore bien haut. Vous voyez, ça vient dessiner un triangle ici. Si j'ai mon eau ici, ça vient dessiner un beau triangle. Ça, c'est la première étape, l'entrée de la main dans l'eau. Ensuite, on a l'allongement. D'accord ? Donc, je viens glisser, m'allonger au maximum, engager l'épaule, et ça, je le fais sous l'eau. D'accord ? Il y a beaucoup de gens qui viennent chercher loin. La volonté est bonne, l'intention est bonne, mais qui viennent chercher loin, du coup, en dehors de l'eau. Le problème, là, c'est que du coup, on a loupé l'étape de l'entrée de la main dans l'eau, parce qu'on va entrer tout le bras en même temps et voir des fois même le coude avant la main. C'est la main qui rentre en premier dans l'eau, avec le bras encore en dehors de l'eau, et je viens ensuite allonger tout le bras sous l'eau. L'idée qu'il faut avoir, l'image qu'il faut avoir, c'est que la main, elle vient couper la ligne de l'eau, et elle va créer une porte d'entrée, et vous imaginez que tout votre bras va rentrer par la même porte. D'accord ? Donc pour ça, il faut que ce soit d'abord le doigt qui rentre, puis la main, puis le poignet, avant-bras, coude, bras, épaule. OK ? Donc l'image qu'il faut avoir, c'est ça. L'entrée de la main dans l'eau, je précise, c'est une phase freinatrice.
parce qu'elle ne va pas procurer de glisse à ce moment-là. Elle ne va pas nous permettre de nous propulser directement. Elle va juste venir se mettre en opposition à l'eau. D'accord ? Sur le principe, c'est juste une phase freinatrice. Par contre, elle va nous permettre derrière sur les autres, d'enchaîner sur les autres phases qui, elles, vont nous permettre de glisser et de nous propulser. Okay. Donc, après la main dans l'eau, s'ensuit la phase d'allongement. Okay. Donc, l'allongement, c'est ce que j'expliquais, c'est je viens allonger mon bras, tendre mon bras jusqu'à l'engagement de l'épaule. Okay. Donc là, j'essaye d'aller chercher loin devant, d'aller gagner en amplitude. On abordera l'amplitude juste après. Mais voilà, plus vous allez allonger votre main, allonger votre bras, plus vous allez derrière, sur les phases suivantes, prendre de l'eau, attraper de l'eau, et plus vous allez attraper de l'eau, plus vous allez pouvoir vous propulser efficacement. Okay. Donc, l'allongement, c'est un temps de glisse. Quand on dit on sent la glisse, on sent que ça glisse, je sens que je vais loin devant, voilà, c'est vraiment cette phase-là qui est déterminante. Okay. Et puis qui va vous permettre surtout de prendre du plaisir en natation. Quand on commence à sentir la glisse, c'est là qu'on commence à se régaler un petit peu. Quand on ne glisse pas, c'est plus, voilà, on a plus l'impression de lutter contre l'eau. Okay. Après la phase d'entrée de la main, d'allongement, on a la phase de traction. Donc, la phase de traction, c'est tout ce qui se passe du coup juste après. Donc là, je suis rentré dans l'eau, j'ai allongé et du coup, derrière, j'ai ma phase de traction. Donc, la phase de traction, c'est la première partie, c'est qu'on vient mettre l'avant-bras à la verticale. Donc, ça, c'est tous les exercices de catch, de point fermé, voilà, que vous avez sûrement déjà entendu, fait et pratiqué si vous venez aux entraînements club au moins. Donc, c'est la première partie de ce qui se passe sous l'eau, de traction, la première partie de phase propulsive, où on dit venir mettre l'avant-bras à la verticale. Donc là, l'idée, c'est de garder votre bras donc de l'épaule au coude fixe, et c'est uniquement mon avant-bras qui vient, vous voyez, se mettre à la verticale comme ça. Okay, pour orienter, comme on voyait sur le schéma tout à l'heure avec la question de Jeff, là, orienter vos surfaces propulsives vers l'arrière. Ça, c'est sur cette phase de traction que ça se passe. Okay, ça commence par la main. J'ai la main qui vient s'incliner légèrement, très légèrement vers le fond. Je commence à prendre appui avec l'eau et ensuite je viens amener mon avant-bras à la verticale. S'ensuit ensuite la phase de poussée où là je vais mettre mon bras en action, mes surfaces sont bien orientées et là c'est avec mon bras que je vais pousser progressivement et en accélération progressive vers l'arrière. Okay, donc ça c'est la phase de poussée, deuxième partie de la phase propulsive, jusqu'à notre cinquième phase qui va être la sortie de la main de l'eau. Okay, sortie de la main de l'eau, là on n'a plus de propulsion, on n'est pas en position hydrodynamique, donc forcément, c'est une phase qui va nous freiner, mais qui est nécessaire pour recommencer le cycle. D'accord ? Donc, sortie de la main de l'eau, phase freinatrice, et puis là, on va essayer de mettre en place des choses pour qu'elle soit la moins freinatrice possible. Okay ? Donc là, c'est tous les exercices qui vont être, par exemple, sur la poussée, je n'ai pas précisé, mais les exercices, c'est tout ce qui va être le jet d'eau, par exemple, voilà, vraiment s'appliquer, c'est ce qui va être Superman aussi, 3 coups de bras, je stoppe, je glisse, okay, pour bien sentir. J'accélère mon mouvement, je me laisse glisser. Si je glisse longtemps, c'est que j'ai bien poussé. Si je glisse pas longtemps, c'est que j'ai pas suffisamment poussé. Sur la sortie de la main dans l'eau, l'idée, c'est de sortir bien derrière. Si vous sortez votre main trop tôt, vous loupez toute une partie de votre phase propulsive. D'accord ? Donc, j'essaie de pousser quasiment jusqu'aux cuisses, orienter, garder ma main, mon avant-bras, orienter vers l'arrière le plus longtemps possible. Et puis, quand c'est plus possible, je sors ma main de l'eau. D'accord ? Et ensuite, s'en vient le retour aérien du bras. Donc là, je ramène mon bras jusque devant, l'entrée de la main dans l'eau. Et on revient à la première phase. Le retour aérien du bras, même chose, phase freinatrice. Elle ne permet pas de se propulser. Il y a une rupture avec la position hydrodynamique. Pour qu'elle soit le moins freinateur possible, ce retour aérien, là, ça va être tous les exercices, le zip, la raclette, le toucher épaule, toucher tête. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que votre avant-bras, votre bras, de manière générale, doit être le plus relâché possible. D'accord ? Plus vous allez être relâché, moins vous allez être crispé, plus vous allez économiser de l'énergie. D'accord ? Ça va vous permettre, comme en course à pied, par exemple, quand vous faites des 30-30, vous faites 30 secondes vite, 30 secondes de récup. Et ben, en natation, il faut voir ça un petit peu comme ça. Quand vous êtes sous l'eau, vous êtes sur l'actif. Quand vous êtes en dehors de l'eau, je récupère. Actif, récupération. Actif, récupération. OK ? Est-ce que c'est bon pour le cycle de nage ou vous voulez que je revienne sur certaines choses ? C'est bon. Eh bien, on enchaîne. Je vous avais promis l'amplitude. On va aborder l'amplitude. L'amplitude, on la distingue de deux manières différentes. On a deux types d'amplitude. On a l'amplitude gestuelle et on a l'amplitude de nage. D'accord ? L'amplitude gestuelle, ça va être la longueur du trajet moteur d'un membre par rapport au reste du corps. Par exemple, si on regarde sur le schéma d'en haut à droite, là, c'est la distance entre l'allongement maximal de la main dans l'eau. Donc, quand j'allonge le bras devant, donc la phase qu'on a vue juste avant, la deuxième phase, la phase d'allongement, plus je vais allonger ma main loin devant,
plus forcément je vais pouvoir avoir une amplitude importante, d'accord, une amplitude gestuelle. Et ensuite, plus je vais avoir un trajet moteur sur mes phases propulsives, donc traction poussée jusqu'à ma sortie de la main, donc phase 3, 4, 5, qui va être importante, plus donc ma sortie de main va être éloignée de l'endroit où mon bras était le plus allongé devant, plus mon amplitude gestuelle va être importante. Si on voit sur le schéma, le trait rouge à l'avant, c'est là où sa main était le plus allongée. Le point rouge à l'arrière, le trait rouge pardon à l'arrière, c'est là l'endroit où sa main est le plus loin lorsqu'elle sort le bras de l'eau. Okay, plus l'écart entre ces deux lignes rouges va être important, plus votre amplitude gestuelle est importante. Qu'est-ce que ça signifie et en quoi c'est intéressant d'avoir une grande amplitude gestuelle? Ça veut dire que là, sur notre exemple, elle a commencé à prendre de l'eau à cet endroit-là. Elle a fini de pousser l'eau à cet endroit-là. Ça veut dire qu'elle a déplacé une masse d'eau de ce point A à ce point B. Si elle avait réussi à allonger son bras de 5 cm de plus et à sortir sa main 5 cm plus loin, elle aurait allongé son amplitude gestuelle de 5 plus 5, 10 cm par exemple. Donc elle aurait pris 10 cm d'eau en plus. Okay, donc un plus grand volume d'eau. Si je prends un plus grand volume d'eau à chaque coup de bras, je suis plus efficace pour le même nombre de coups de bras. D'accord. Et donc ça revient, ça se rapproche de notre amplitude de nage. C'est la distance qu'on parcourt, que le corps parcourt par cycle de nage. Donc le cycle de nage, c'est ce qu'on a vu juste avant, c'est le moment où la main rentre dans l'eau jusqu'au moment où elle rentre dans l'eau à nouveau. C'est un tour de bras. Okay, ça, c'est un cycle de nage. Et bien plus vous allez avoir une distance importante pour un cycle de nage, plus vous allez avoir une amplitude de nage importante. Okay, la différence amplitude gestuelle, amplitude de nage. Mais les deux sont liés. C'est-à-dire plus votre amplitude gestuelle va être importante, plus votre amplitude de nage, si cette amplitude gestuelle est efficace, va aussi être importante. Okay, est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? J'ai une petite question. Hein. Ouais. Du coup, là, on parle d'amplitude, on va dire, en longitudinale, enfin, aller bien chercher loin, sortir derrière. Et exactement. Il faut aussi qu'on ait beaucoup d'amplitude de façon verticale dans l'eau, du coup. Ouais, alors ça revient un petit peu à la question de tout à l'heure, savoir s'il fallait aller profond ou pas. Okay, oui. Enfin, juste par rapport à la phase de traction, propulsion. Ouais. Hein. Donc, on plie le coude, ouais. mais finalement, au lieu d'aller plier directement, il y a une balance à avoir, quoi, finalement. Pas aller trop profond non plus. Aller trop profond, ça impliquerait de ne pas plier le coude. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair, mais… Ouais, alors en fait, un petit peu pour qu'on voit bien. Si tu es ici et que tu viens casser le coude dans l'axe, tu vas vraiment aller loin. Tu vas aller profond. Le seul moyen d'aller plus profond, c'est de tendre complètement ton bras. Mais là, du coup, on en revient au problème tout à l'heure, c'est que si tu as le bras complètement tendu, tu ne pousses pas vers l'arrière. Donc en fait, il faut trouver le meilleur compromis entre orienter tes surfaces propulsives vers l'arrière et aller chercher de la profondeur. Et pour ça, en fait, ça va se jouer au niveau de l'épaule, d'engager l'épaule. Plus tu vas engager ton épaule au début ici, plus ton épaule elle va être basse, entre guillemets. Là, plus tu vas pouvoir enrouler, aller chercher loin. Et pareil au niveau du roulis de l'épaule. Si tu as l'épaule qui est fixe ici, tu vas être là, tu vas être limité. Si par contre, tu arrives à sortir cette épaule-là engagée, là, tu vas gagner encore 2-3 cm et pouvoir aller chercher un petit peu plus profond. Okay, je ne sais pas si c'était ça la question et si c'est un peu plus clair. Ouais, merci. C'est ça. En fait, il faut trouver un avantage dans quelque chose sans accentuer les désavantages d'une autre part. C'est toute la complexité de la natation. Je comprends que ce soit un peu compliqué, mais effectivement, il faut aller chercher profond tout en gardant nos surfaces propulsives orientées vers l'arrière et pas vers le fond. D'autres questions ou ça va là-dessus? Et tout ça, on est bien d'accord, c'est toujours dans l'axe du corps. On ne va pas pousser à côté de son corps. On garde toujours cet axe tête-pied, entre guillemets. Quoi. J'ai envie de te roulis, dire… alors, le roulis ou le mouvement de bras sous l'eau? Le mouvement de bras qui va un peu avec le roulis, je trouve. Ouais. Mais ça me fait un peu penser à faire du canoë-kayak. Tu as les fesses qui sont casées et puis tu as les épaules qui bougent. Quoi. C'est ça. En fait, le roulis de l'épaule… ce qui est compliqué dans le roulis de l'épaule, c'est que si on n'est pas gainé, ça va être un roulis de tout le corps. Et ça, c'est pas bon parce que ça va créer beaucoup de perturbations. Donc en fait, il faut réussir… en fait, il faut réussir à avoir un roulis d'épaule en gardant le bassin fixe. Alors quand vous êtes debout chez vous sur la terre, déjà pour certains, ça peut être compliqué. Bouger les épaules sans bouger le bassin. Et pourtant, on a un point fixe au niveau des pieds. Dans l'eau, on n'a pas de point fixe. Tout est en suspension, entre guillemets.
Donc, bouger les épaules sans bouger le bassin, c'est là que ça devient compliqué. Et c'est là qu'il faut être très, 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 très gainé. Okay. Tout en étant relâché. Ça, c'est pas simple. C'est pour ça que quand on débute, entre guillemets, voilà, le roulis d'épaule, c'est pas forcément le premier truc à aller chercher. Parce que généralement, roulis de l'épaule implique roulis du bassin au début. D'accord. Donc, il y a plein de choses à acquérir avant de vraiment se concentrer sur le roulis de l'épaule. C'est pour ça que je fais de temps en temps des exercices sur le roulis de l'épaule, mais j'en fais pas tout le temps parce que ça implique beaucoup d'autres choses mauvaises pour le peu que ça va apporter de bien au début. Okay. J'entends. D'autres questions? Et bon, on continue. Toujours sur l'amplitude. J'ai mis privilégier l'amplitude à la fréquence. Donc là, ça revient. Vous m'entendez souvent sur le bord du bassin, je vous dire de nager en rattrapé, semi-rattrapé, etc. Parce que c'est un exercice qui va vous permettre de travailler justement votre amplitude gestuelle et du coup votre amplitude de nage. D'accord. Il faut privilégier l'amplitude à la fréquence. On va revenir là-dessus après, hein, mais je parle en triathlon, c'est différent en sprint, bien évidemment. Alors, même s'ils vont avoir une grande amplitude, même s'ils vont vite. Mais bon, encore une fois, on est sur un niveau expert et il y a le niveau débutant, il y a un peu de tout. Là, je parle vraiment au sein du club et à notre niveau. On privilégie l'amplitude à la fréquence. L'amplitude, pourquoi? Parce que ça permet un bon hydrodynamisme. D'accord. Vous avez votre main qui reste devant, on est proche de notre position hydrodynamique. J'attends quasiment d'avoir renvoyé l'autre pour renvoyer. Donc, je suis quasiment toujours dans ma position hydrodynamique. Okay. Cette phase d'allongement, donc quand on nage en amplitude, on a une longue phase d'allongement, on va chercher loin devant, on reste longtemps devant. Elle est profitable parce qu'elle permet de glisser sans effort. D'accord. Toute la partie de glisse où vous êtes tendu devant hein, et vous glissez, vous continuez à avancer sans fournir d'énergie. D'accord. C'est des centimètres, des mètres de gagné, sans effort, entre guillemets. Ça permet aussi d'aller chercher l'appui, donc ça revient à la question d'avant, d'aller chercher l'appui aquatique avec sa main devant pour augmenter l'amplitude gestuelle. Donc plus vous allez avoir l'engagement, une phase d'allongement longue devant, plus vous allez pouvoir avoir un appui loin devant, entre guillemets, donc prendre plus d'eau et augmenter l'amplitude gestuelle. Okay. Si vous ralentissez la phase d'allongement, votre main va aller chercher moins loin devant et donc vous allez prendre moins d'eau. Okay. J'ai mis quand même effectuer un roulis des épaules, donc ça, c'est plutôt ça qu'on voyait tout à l'heure, afin d'aller chercher l'appui en profondeur. Si j'ai mon épaule extérieure qui ressort, l'autre qui plonge, entre guillemets, je vais pouvoir aller gagner 2-3 cm aussi en profondeur et du coup aller chercher de l'eau profonde, entre guillemets. C'était ta question, Alan, juste avant. Donc voilà. Pour ceux qui auraient un doute sur l'amplitude et la fréquence, je vous ai mis un petit schéma tiré d'un article scientifique qui analysait un peu les records du monde sur 100 mètres au fil des années. Vous avez en bleu la courbe de la fréquence de coup de bras et en noir l'amplitude d'un cycle. Okay. On voit qu'au fur et à mesure des années, les records se sont améliorés. Hein, donc, ils ont nagé de plus en plus vite. Et on voit qu'en bleu, la fréquence de coup de bras, elle a chuté. Ça veut dire qu'ils avaient de moins en moins de fréquence. Et par contre, l'amplitude d'un cycle a de plus en plus augmenté. Donc, c'est-à-dire que pour nager plus vite, ils ont réduit leur fréquence et ils ont augmenté leur amplitude. Et là, on parle du 100 mètres. Vous regardez les temps. 55, 51, 49, 48, 48. Okay. Pour beaucoup, c'est même pas les temps aux 50 mètres. Hein, donc, c'est très haut niveau. Hein, c'est les records du monde. Okay. Donc, voilà. S'ils arrivent à le faire en sprint, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas à le faire en allant doucement. Ça, c'est pour le petit aparté pour les sceptiques. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou ça va pour tout le monde? Ça a l'air d'être bon. Parfait. Maintenant qu'on est sur l'amplitude et la fréquence, on va parler un petit peu coordination du mouvement de crawl. Donc là, on va rentrer toujours un petit peu plus dans la technique, avec des beaux petits schémas. On parle de rattraper depuis tout à l'heure. Le rattraper, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque la main commence son retour, alors que l'autre bras, il continue son allongement. Donc, vous voyez, si on a notre petit bonhomme en haut, il a le bras gauche bien tendu devant, une belle position hydrodynamique, et il a son bras droit qui a déjà commencé à faire son retour aérien. D'accord. Donc là, on est sur du rattrapé. Alors, après, on verra qu'il y a plusieurs types de rattrapé. Il y a le rattrapé complet, il y a le semi-rattrapé, etc., etc. Mais à partir du moment
où notre main est sortie et l'autre main est toujours dans la phase d'allongement, c'est un type de nage en rattrapé. Okay. Ensuite, on a le type de nage en opposition, où là, les bras sont diamétralement à l'opposé. Donc, quand j'ai un bras qui commence la traction, j'ai l'autre bras qui commence à sortir, etc. Quand je vais avoir le bras gauche à la verticale en dehors de l'eau, je vais avoir le bras droit à la verticale sous l'eau, etc., etc. C'est toujours en opposition. Okay. Et on a un troisième type de nage qui s'appelle le nage en superposition. Ça, c'est lorsque les deux mains sont dans la phase sous-marine en même temps. Vous voyez que là, j'ai déjà commencé ma phase de traction, alors qu'avec mon autre main, je suis encore dans ma phase de poussée. Okay. Nager en rattrapé, comme je disais, il existe différents rattrapés selon le temps d'allongement. Okay. C'est un excellent exercice pour s'améliorer techniquement. Ça permet d'avoir une coordination gestuelle qui est économique, une amplitude gestuelle qui est grande et efficace, et le corps reste plus longtemps en position hydrodynamique avec le bras devant. Donc ça, c'est tous les avantages de la nage en rattrapé. Si on regarde le schéma sur la droite, en haut, on a une coordination en opposition, une nage en opposition. Plus je vais augmenter plutôt la durée d'allongement du bras devant, plus je vais passer sur du rattrapé. Donc au début du semi-rattrapé, voilà, j'ai mon bras devant qui commence à traction, alors que j'ai le bras qui est en dehors de l'eau, à la verticale en haut. D'accord, ça, on est sur du semi-rattrapé. Et si on allonge encore, on passe sur du rattrapé complet. On voit que je commence ma traction, et par contre, là, j'ai déjà l'autre bras qui est quasiment revenu déjà. Okay, vous voyez les trois étapes différentes. Dans les trois cas, la main gauche du nageur commence sa phase de traction. Dans le premier cas, l'autre main sort de l'eau, je suis en opposition. Dans le deuxième cas, ma main est à la verticale en haut, donc là je suis en semi-rattrapé. Dans le troisième cas, ma main est déjà revenue au point de départ, donc là je suis en rattrapé complet. Okay. Et puis on a plein de phases intermédiaires entre chaque, pour vous expliquer un petit peu la différence. Nous, ce qu'on va privilégier en triathlon, dans notre nage de tous les jours, entre guillemets, ça va plutôt être la position intermédiaire, là le semi-rattrapé. Okay. On va faire du rattrapé complet de temps en temps pour bien comprendre, pour travailler la technique. On va aussi faire des fois de l'opposition quand on va faire par exemple des sprints très rapides ou autres, ou pour travailler aussi techniquement les repères dans l'espace, etc. Ça peut servir, mais dans notre nage complète, basique de tous les jours, par exemple, on va plutôt utiliser la coordination semi-rattrapée. Okay. J'ai également parlé justement de la nage en superposition. Elle est malheureusement très souvent utilisée par les débutants parce qu'ils ont l'impression de tirer fort sous l'eau. Ils ont les deux mains quasiment tout le temps. On envoie beaucoup de fréquences. On est toujours en train de pousser parce que c'est comme ça qu'on avance. C'est inefficace. C'est pas efficace du tout. Pareil, petite donnée tirée d'un article scientifique. La nage en superposition, elle est efficace uniquement pour les sprints, en tout cas pour les vitesses supérieures à 2 mètres par seconde. 2 mètres par seconde, c'est 25 secondes et moins aux 50 mètres et 50 secondes et moins aux 100 mètres. Okay. À moins que je me trompe, je pense que personne nage ça au club. Sinon, changer de club, même changer de sport, c'est juste de la natation. Je pense que vous avez un avenir prometteur. Donc voilà, nager comme ça, si vous nagez à moins de 2 mètres par seconde, c'est pas efficace. Donc ça, voilà. Juste, c'est pas moi qui le dis, c'est la science, c'est les tests. Donc voilà. Donc l'idée, voilà, plus se rapprocher du rattrapé ou au moins de l'opposition, surtout pas de superposition. Ok. Des questions là-dessus ou c'est clair? Pardon, j'ai passé le meilleur. J'ai une question, ouais. Romain. Quelle que soit la distance d'un triathlon, on va nager toujours de la même façon? En semi-rattrapé? Ouais. Tu vas nager en semi-rattrapé. Après, le triathlon va être dépendant aussi des conditions de l'eau. Si tu nages en mer, si tu nages en étang, s'il y a des vagues, s'il n'y a pas de vagues, s'il y a du courant, s'il n'y a pas de courant. Donc là, ça rajoute aussi de la complexité. Après, ça ne va pas jouer tant que ça sur le semi-rattrapé. Ça va plutôt jouer sur l'avant-bras relâché. Tu vois, là, on a bien l'avant-bras relâché. S'il y a des vagues, il vaut mieux nager avec le bras tendu pour passer au-dessus de la vague, par exemple. Plus ça qu'on va modifier sa technique en fonction des conditions. Après, on nagera toujours en semi-rattrapé. Le cours sur un triathlon, ça va être 400 mètres sur un XS pour les formats adultes. Donc oui, 400 mètres déjà sur une entre guillemets du demi-fond.
Donc, tu n'es pas sur du sprint. Donc oui, tu seras en semi-rattrapé. Après, c'est plutôt ta fréquence gestuelle qui va aller plus ou moins vite. Okay. Pour la même amplitude. Tu vas tourner plus rapidement les bras. Là, ça va changer, mais en essayant de garder la même amplitude et toujours en semi-rattrapé. Okay. Bah, en fait, tu vois, tu posais la question pour savoir si tu passais plutôt en opposition ou plutôt en superposition. C'était ça que tu voulais dire? C'était ça la question? Oui, c'est plus ou moins ça. Oui. Ouais. Ah, tu vois, superposition, tu vois, c'est 2 mètres par seconde. Donc en triathlon, ça arrivera jamais. Sauf sur des. Juste avant d'arriver à la bouée, éventuellement, si tu veux arriver à la bouée juste avant un gars, tu vas faire une accélération sur 2-3 coups de bras. Là, sur 2-3 coups de bras, bien sûr, tu vas passer en superposition parce que là, quasiment tout le monde est capable de nager à 2 mètres par seconde sur 3 coups de bras en tournant hyper vite. Ok, donc là, ça va pouvoir être quelque chose qui se fait juste pour prendre l'avantage sur une bouée ou quelque chose comme ça. Encore que sur des formats courts où on joue la gagne, pourquoi pas. Si vous êtes sur un Ironman, prendre la bouée une seconde avant le mec, vous allez perdre plus d'énergie que ce que ça va vous faire gagner sur le temps final. Donc, des fois, mets-toi sagement derrière, prends les pieds du gars et attends la fin de la bouée pour le doubler. Quoi. Des fois, ça ne sert pas à grand-chose de se fatiguer à faire une petite relance comme ça. Ça répond à ta question ou j'approfondisse encore? Tu réponds à la question, Robin. Toujours. Très bien. Tu réponds toujours aux questions. Pas toujours, attends. Je peux me tromper aussi. Hein. Je me trompe d'ailleurs souvent. On va passer un petit peu maintenant à l'appui. Je vous l'ai promis tout à l'heure. On a commencé à l'aborder un petit peu. L'appui aquatique, donc là, c'est tout ce qui se passe sous l'eau. La question, c'est comment faire pour avancer dans un fluide qui se dérobe constamment. D'accord ? L'eau, c'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose qui est en perpétuel mouvement. D'accord ? Donc, comment on fait pour avancer? Comment on fait pour prendre de l'appui dans quelque chose qui se dérobe, quelque chose qui est en mouvement? Et ben on va faire une création de force dans le sens opposé au déplacement souhaité. Ça, on en a déjà abordé. Et grâce à une surface motrice que l'on va déplacer dans le fluide, dans l'eau. Okay. Cet appui, du coup, en natation, il est créé par la mise en mouvement d'une quantité d'eau dans la direction opposée au déplacement voulu. Okay. Donc, si je veux avancer vers l'avant, je déplace la masse d'eau vers l'arrière. Okay. Et la surface motrice, c'est la partie du corps, donc généralement la main, le bras et l'avant-bras, qui va mobiliser cette quantité d'eau. D'accord ? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Si je veux avoir une grande quantité d'eau, il va falloir que j'ai une grande amplitude gestuelle. Okay, ça, c'est bon pour tout le monde. Et si je veux déplacer cette quantité d'eau dans la bonne direction, il va falloir que mes surfaces motrices, donc main, bras, avant-bras, soient mobilisées dans la bonne direction déjà, cette surface motrice soit grande, soit la plus grande possible. Plus ma surface va être grande, plus je vais prendre d'eau d'un point A à un point B, mais surtout de haut en bas, okay, et orienter dans la bonne direction pour avancer vers là où on veut aller. Ça, c'est bon pour tout le monde. Je suis un peu mêlé les pinceaux en l'expliquant, donc si vous voulez que je le refasse, on peut le refaire. Non, c'est bon. Ça va ? Parfait. En gros, ce que j'ai essayé d'expliquer, j'aurais dû attendre et lire mon diapo, c'est plus simple. Plus la quantité d'eau est importante, plus elle est mobilisée sur une grande distance, et plus la vitesse d'exécution est importante, plus la force générée est importante. Okay, donc plus j'avance vite. Okay. Mais avancer vite, c'est la résultante de tout ça. C'est pour ça que je dis souvent, ne pensez pas, vous m'avez sûrement entendu dire ça, n'essaye pas de penser à aller vite, pense à nager bien. Okay, voilà, un résumé de tout ça. Si je veux nager vite, il faut que je nage bien, et pour nager bien, il faut que je prenne une quantité d'eau importante, mobilisée sur une grande distance, donc grande amplitude gestuelle, avec une vitesse d'exécution importante, pour produire plus de force. Si je produis plus de force de manière efficace, j'avance plus vite. Okay. C'est clair pour tout le monde ? Nickel. Et donc ça, c'est bien beau, c'est des belles phrases. Et concrètement, l'appui, qu'est-ce que c'est ? Donc l'appui en natation, donc on a parlé de quantité de surface motrice, d'accord ? Donc le nageur va chercher à mobiliser de l'eau, le plus d'eau possible, en utilisant de nombreuses surfaces d'appui. La main et l'avant-bras principalement, et dans une moindre mesure, le bras. Okay. Dans la première situation, notre bonhomme de gauche, donc là on revient à la question de Jeff tout à l'heure, le bras, l'avant-bras et la main peuvent créer un appui dans la bonne direction. On voit que là le bras il est tendu,
mais il est tendu à la verticale. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé avant sur ce schéma. Là, il est tendu à la verticale, il pousse vers l'arrière. Donc là, on est bien. Okay. Dans notre bonhomme sur la droite, là, on n'a que le bras, ici, et l'avant-bras, qui sont orientés dans la bonne direction. Notre avant-bras, lui, il est orienté vers le bas, il ne sert à rien. Okay. Là, qu'est-ce que ça schématise? Ici, on est sur le coude. Okay. Là, souvent, c'est un défaut que, allez, on va dire, une fourchette 80% des gens dans le bassin ont, c'est qu'une fois que j'ai mon bras qui est étendu devant, que j'allonge, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je tire avec mon coude. C'est mon coude qui tire vers l'arrière. Eh bien, vous êtes exactement dans ce schéma-là. Là, je tire avec le coude, je tire le coude vers l'arrière, donc j'ai le bras qui est bien orienté, la main qui est bien orientée si j'incline ma main, ce n'est pas toujours le cas, mais par contre, mon avant-bras, il ne sert à rien. Or, on a vu que là où on avait le plus grande surface d'apprise, c'était main plus avant-bras. Okay, donc, il ne faut surtout pas tirer par le coude. Et c'est pour ça que je dis, c'est d'abord, je casse le coude, j'oriente ma main et mon avant-bras à la verticale, et ensuite, là, je tire avec mon coude. Okay, et on va arriver sur donc, cette deuxième page, deuxième schéma, l'orientation des surfaces motrices. Orienter son appui, donc c'est mettre de l'eau en mouvement dans la bonne direction, c'est placer les surfaces motrices perpendiculairement ou presque au déplacement. Dans la première position ici, le schéma de gauche, le bras, l'avant-bras et la main, ils ne peuvent pas créer un appui dans la bonne direction. Là, on pousse vers le fond ou 3/4, on ne pousse pas vers l'arrière. D'accord? Donc là, on revient au tout début, quand on était sur notre schéma, sur celui-là. Voilà. Là, je pousse vers le fond, je veux respirer. J'ai ma main qui coule. C'est quand je vous dis la main qui coule, c'est ça. C'est, voilà, là, je ne suis pas efficace, je pousse vers le fond. J'ai la tête qui ressort, les jambes qui coulent et il n'y a rien qui va. OK? Donc là, on est clairement dans cette position. Donc, comment on fait pour passer du bras tendu devant au bras tendu quasiment sous l'eau sans passer par le bras tendu entre les deux? Et ben, du coup, je me mets sur mon petit bonhomme à droite ici. Et donc là, l'avant-bras et la main sont orientés vers l'arrière. Mais on voit ici que mon bras, lui, est toujours quasiment orienté devant. Forcément, il s'incline un petit peu. Hein. Après, c'est un problème d'anatomie. On ne peut pas être parfaitement à l'horizontale et casser son coude. Mais voilà, globalement, j'ai toujours mon bras qui cherche à allonger vers l'avant, tandis que mon avant-bras et ma main, elles, sont déjà orientées vers l'arrière. Et là, en poussant, après, j'arrive, si je reviens sur la page d'avant, dans cette position ici. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça, ou pas? La théorie, ouais. En théorie, oui. Ouais. C'est déjà bien d'avoir la théorie. Ce que j'explique souvent, c'est que ça, effectivement, c'est de la théorie, c'est beau, mais c'est très, très, très compliqué à mettre en place dans le bassin. Très compliqué parce que déjà, là, si vous faites le test tous chez vous, je le fais des fois faire sur le bord du bassin, enfin dans l'eau, mais voilà, sans nager en tout cas. Si vous tendez tous les bras là devant vous et que vous essayez de plier votre coude, naturellement, votre coude il est orienté comme ça. Donc là, vous allez tourner ici. Nous, ce qu'on veut, c'est tourner vers le bas. Okay, donc, qu'est-ce que je dois mettre en place? Qu'est-ce que je dois faire pour réussir à pour orienter mon coude vers le bas? Je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, quand je tends le bras, mon orientation de mon ouverture de coude, elle est ici, pour me faire tourner comme ça. Donc, il faut que je réussisse à orienter l'ouverture de mon coude vers le bas pour pouvoir plier dans le bon axe, dans l'axe qui m'intéresse. Okay, pour ça, il faut que je vienne faire une rotation interne au niveau de l'épaule. Donc ça, c'est une rotation interne au niveau de l'épaule. Pareil, et au niveau du coude, venir mettre le coude vers le haut. Là, il est sur le côté, voire limite vers le bas. Donc, il faut que je vienne incliner comme ça. Le repère qui est facile à avoir, c'est j'imagine que j'ai une bouteille d'eau, une tasse ou un verre, et je viens verser de l'eau dans ma tasse. Okay, je viens incliner, mettre le coude vers le bas. Ben, c'est exactement pareil dans l'eau. C'est ça qu'il faut essayer de faire. Je viens faire une rotation interne, orienter ici, et là, vous voyez que je peux tourner dans le bon sens. Okay, là, je fais le malin avec mon bras droit parce que je monte souvent avec le bras droit, donc du coup, c'est bien entraîné. Avec le main gauche, je suis moins à l'aise. Je sens que ça freine un petit peu, j'ai le coude qui part. Ben, je suis moins efficace avec mon bras gauche qu'avec mon bras droit. Tout ça pour vous faire comprendre que plus vous allez faire ce mouvement à sec, plus vous arriverez à le faire dans l'eau. Si déjà vous n'arrivez pas à le faire à sec, là devant chez vous, vous pouvez l'essayer. Hein. Mettez-vous là, vous regardez, vous avez une caméra, vous regardez dans la caméra, devant un miroir. C'est super exercice. Si vous voulez progresser dans l'eau, il faut le faire à sec. C'est très compliqué de le faire que dans l'eau et d'y arriver. Il y en a qui y arriveront. Et voilà, à mon avis, pour 100 personnes, il y en a moins de 10 qui arriveront à le faire en le faisant que dans l'eau.
des petits exercices tout bêtes. Vous mettez devant un tiroir, un placard de cuisine, vous attrapez le placard et vous essayez de l'ouvrir juste avec votre avant-bras, sans bouger le bras. Si vous n'êtes pas dans l'axe, vous n'ouvrirez pas le placard. Okay. Une fois que vous arrivez à faire avec le placard, vous pouvez prendre des élastiques, concentrer sur le mouvement avec des élastiques, bien comprendre le mouvement, travailler, renforcer. Une fois que vous arriverez vraiment à le faire bien proprement avec des élastiques, gardez le coude fixe, uniquement amener l'avant-bras à la verticale, peut-être que vous y arriverez un peu mieux dans l'eau. Okay. Mais sinon, en le faisant que dans l'eau, franchement, c'est compliqué. C'est compliqué à sentir, en fait. Et on a tout le temps tendance à venir tirer par le coude. Et comme on regarde vers le fond, on ne voit pas trop ce qui se passe. On a l'impression de bien le faire, mais on ne le fait pas forcément bien. Pour finir sur l'appui aquatique, donc l'appui, il est créé depuis la surface, donc l'entrée de la main dans l'eau, jusqu'à la surface à nouveau, mais là, au point de sortie de la main de l'eau. Entre ces deux points, le nageur, il doit chercher la profondeur. Donc, on a déjà évoqué grâce aux questions, vous avez bien anticipé. La profondeur de l'appui, mais elle est fondamentale parce que l'appui va être plus stable. L'eau mobilisée, elle ne va pas être perturbée par une déformation de la surface de l'eau. Ça, on l'a. J'avais déjà abordé le sujet en répondant à la question. Mais voilà, pour finir là-dessus. Donc voilà pour la fin de la présentation. On est débordé un petit peu, 1h05. Donc globalement, on est pas mal. C'est à votre tour de jouer maintenant si vous avez des questions, des interrogations, tout ce qu'il faut. C'est le moment. Faites-vous plaisir. Ouais, salut Robin, salut à tous. Salut. Est-ce qu'il n'y a pas une notion de changement de vitesse aussi dans la rotation des bras? On parle d'accélération sous l'eau aussi souvent, non? Ouais, effectivement. Ouais, si on revient à ça, tu vois, la profondeur de l'appui va être plus stable quand tu es profond parce que ça ne va pas être perturbé par une déformation de la surface de l'eau. Par contre, ce qui se passe, alors, on va schématiser fort, hein, c'est plus compliqué que ça, mais en gros, quand tu vas te déplacer de l'eau, du coup, au début, tu vas avoir une surface à peu près fixe. Ouais. Et quand tu vas pousser cette eau fixe, tu vas la mettre en mouvement. Et si ton bras il est toujours sur le même rythme, du coup, tu vas toujours être en appui sur de l'eau en mouvement. Si par contre, tu viens accélérer ton bras, l'eau qui est en mouvement, elle va partir sur les côtés. Et du coup, tu vas retomber toujours sur une surface un peu plus stable, un peu plus fixe. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut accélérer le mouvement. Okay. C'était ça que tu voulais dire. Mais effectivement, une fois que tu as fait ta prise d'appui plutôt lente, entre guillemets, une prise d'appui stable et efficace, à partir du moment où tu commences la phase de pousser, donc une fois que tu as passé l'axe des épaules, là, on va chercher à accélérer le mouvement. C'est ça qui revient sur l'exercice du jet d'eau, par exemple, où on dit, voilà, vraiment pousser, accélérer le mouvement, comme si on voulait projeter de l'eau au plafond, c'est pour forcer à accélérer le mouvement. Attention à ne pas trop l'accélérer non plus. Si on accélère trop le mouvement, le risque, c'est de passer au travers de l'eau, de ne plus être capable de tenir sa main ou de prendre de l'eau, et du coup, là, on passe complètement au travers. Il faut trouver le juste milieu. Ok, donc ouais. Le déclencheur, c'est l'axe de l'épaule. Ouais. L'accélération. Okay. Ouais. Ok. Merci. Il n'y a pas de quoi. D'autres questions? Je crois qu'il y a peut-être une question dans le... Ouais. Est-ce que tu as prévu de nous filmer, GG? Alors, sur les créneaux d'entraînement du club, c'est compliqué à mettre en place parce que je suis tout seul et je ne peux pas tout faire en même temps. Par contre, généralement, c'est ce qu'on fait sur les stages. Alors, les dernières années, les stages, il n'y a pas eu de natation avec le Covid, etc. Normalement, cette année, on espère avoir des créneaux de natation sur les stages et mettre en place effectivement des analyses vidéo pendant les stages. Après, honnêtement, vous êtes 250, on ne peut pas faire une analyse vidéo, vous doutez bien, individuelle pour tout le monde. Ça prendrait beaucoup trop de temps et rien qu'à filmer tout le monde et après analyser tout le monde et faire un retour individuel à tout le monde. Mais ce qu'on va faire sur les stages, c'est essayer de filmer voilà, on va dire des défauts courants, en tout cas, qu'on va retrouver. Moi, j'en ai déjà abordé quelques-uns, hein, les bras qui croisent, la main qui coule. Ah, là, j'avais pas de vidéo à l'appui, c'était compliqué dans le diaporama et puis à expliquer. Et puis, voilà, mais l'idée, ce sera de le faire sur les stages. Voilà, de filmer, de prendre quelques défauts courants et puis de vous les montrer un petit peu ce que ça donne en vidéo et puis de pouvoir voilà, donner des billes un peu et des clés pour améliorer tout ça. C'était ça la question, GG, mais
Mais ouais, c'est compliqué de filmer tout le monde sur les séances NAT. Donc, des fois, j'essaie de filmer une ou deux personnes, etc. Mais voilà, le problème, c'est qu'à chaque entraînement, vous êtes entre 30 et 40, il n'y a que 60 minutes. Donc, déjà, le temps d'expliquer la séance, de répondre aux questions, etc. Voilà, j'ai 20 secondes par personne, quoi. Donc, sachant que sur un 50 mètres, déjà, le temps de vous regarder, il faut au moins 50 mètres. Vous mettez à peu près une minute, le temps de vous faire le retour derrière. Voilà. On ne peut pas corriger tout le monde, on ne peut pas filmer tout le monde. Donc voilà, on est nombreux au club, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Vous êtes nombreux dans le bassin, c'est bien parce que vous pouvez vous dépasser, mais voilà, on ne peut pas corriger tout le monde tout le temps, filmer tout le monde, c'est compliqué à mettre en place. Mais je suis bien conscient que ce serait super. Ouais, avec quelqu'un de sa famille ou entre à deux ou trois, on peut se filmer. Ouais, bien sûr. Déjà, ça suffit en fait. Ouais. Sans expertise de quelqu'un, rien qu'à se voir. Exactement. On voit déjà plein de défauts, quoi. Ouais, tout à fait. Hein. Si vous pouvez avoir quelqu'un qui vient alors pas sur un créneau club, mais voilà, vous allez à la piscine en solo, vous demandez à quelqu'un de vous filmer. Au moins, vous pouvez voir déjà à quoi vous ressemblez en filmant. Et puis ils n'autorisent pas les caméras. Hein. Ça dépend des piscines. À Saint-Grégoire, ils n'autorisent pas, mais il y a d'autres piscines où ils autorisent, je pense. Ouais. Et oui, sinon en étant quand il fait plus chaud, effectivement, moi je l'avais fait avec mes enfants. C'est effectivement, il suffit de se voir une fois ou deux pour comprendre qu'on est loin de ce qu'on pense, quoi. Généralement, ça fait drôle, les premières fois qu'on se voit. Mais ça permet surtout de repérer un peu tous les défauts qu'on a abordés aujourd'hui. Voilà, les bras qui croisent, si tu te filmes, tu vas le voir rapidement. La main qui coule sous l'eau, bon, en étant, tu ne le verras pas parce que l'eau est trouble, mais sinon, en piscine, tu le verras bien. Voilà, le catch, si tu le fais ou si tu tires par le coude, tu vas le voir aussi. La respiration, si tu lèves la tête ou si tu as bien la tête collée à l'épaule, tu vas le voir. Voilà, tu vas voir tous les défauts un peu basiques. Vous allez le voir. Hein. Déjà, là, sur ces 4 défauts-là, on a 100% du club. Je pense que. Après, il y en a d'autres un peu plus spécifiques. Ouais, pour l'histoire du catch, moi, par exemple, après chacun a ses déclics, mais avec l'utilisation du tuba, ça permet de voir ses bras sous l'eau, en fait, et pas s'occuper de la respiration. Et je trouve que ça va bien aider, en fait. Ouais, le tuba frontal, c'est un super outil parce que ça permet justement de se concentrer uniquement sur la flottaison et la propulsion. Vous éliminez toute la respiration parce que du coup, vous n'avez plus besoin de sortir la tête de l'eau, vous respirez en restant dans l'axe avec le tuba. Donc du coup, là où on a trois bases, on va dire, théoriques de la natation, 3 principes, là, du coup, vous n'avez plus besoin de vous concentrer que sur 2. Et si tu mets le pool en plus, ça règle à peu près la flottaison. Donc, si tu veux te concentrer que sur ta propulsion et tes mouvements de bras, tu mets pull boy ou palme qui aide aussi, et tu te concentres uniquement sur ta propulsion. Effectivement, un très bon outil. Donc, investissez dans un tuba frontal. J'essaie de le mettre de plus en plus au club. Il n'y a pas pour autant plus de monde qui le ramène, mais franchement, si plutôt que de tous acheter des plaquettes de 50 cm de diamètre que vous ne savez pas utiliser, il vaut mieux acheter un tuba frontal et apprendre vraiment à servir déjà de ces appuis sans plaquettes. Et après, vous verrez qu'avec les plaquettes, vous avancerez beaucoup plus vite quand vous aurez des appuis efficaces. Est-ce qu'il y a d'autres questions? L'exercice de la paume magique, t'en penses quoi, toi? De la quoi? La paume magique. La paume magique, c'est mettre la paume vers le ciel. Hein, c'est bien celui dont tu parles. Ouais. Je l'ai testé quelques fois. Je pense qu'il faut déjà être un petit peu rodé à la natation pour qu'il soit efficace. Je pense que chez le grand débutant, ça va être, il est compliqué à sentir. Mais après, je pense que ça, tu as une grande variation individuelle, hein, de toute façon, avec les exercices techniques. Tu as des gens qui vont trouver des exercices techniques hyper intéressants, qui arrivent bien à les sentir, et d'autres qui ne vont pas réussir du tout à les sentir. Donc, j'ai envie de te dire, ça dépend des gens et ça dépend comment tu le fais, dans quelles conditions. C'est compliqué de juger un exercice comme ça de manière générale, mais ça peut être un bon exercice pour quelqu'un qui a du mal à engager l'épaule. C'est vraiment l'idée de la paume magique, c'est vraiment de venir engager l'épaule devant. Tu viens vraiment engager ton épaule. Donc, c'est un bon exercice s'il est bien fait et bien compris et qu'on sait pourquoi on le fait.
Et après, en le faisant, si on arrive à sentir le truc, si on n'arrive pas à le sentir en le faisant, c'est pas grand-chose de continuer à faire un exercice technique dans le vide, ça sert à rien. Hmm. Parce que du coup, toi, t'aimes bien, t'aimes pas Non, c'est parce que moi, je l'ai vu aussi. J'ai vu sur Internet des mecs qui tarissaient des loges sur ce truc-là. Et moi, quand Ouais. quand j'essaie de le mettre en place, j'arrive une fois que j'ai ma main qui est vers le ciel, quoi. Une fois qu'elle Ouais. est tendue vers le ciel, bah après, j'arrive plus j'arrive plus à faire mon catch en fait derrière. Après, il faut que tu la remettes dans l'axe pour faire le catch. Parce que, Bah ouais, mais tu ouais. dois passer de ça et hop, revenir faire ta rotation interne après. Mais Hmm. oui, après, c'est pour ça que je trouve qu'il est un peu contre-intuitif des fois. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut quand même être Ouais, je suis d'accord. déjà assez à l'aise en natation pour voilà, vraiment réussir à passer de ça à la rotation interne. Si déjà la rotation interne, elle est compliquée quand tu as la main déjà dans l'axe, passer de ça à ça, c'est encore Hmm. un autre chantier. Ça rajoute de la complexité à la natation. Il n'y en a pas besoin. D'autres questions? Moi, j'avais une sur la mise en pratique après en étang ou en lac ou en mer. Bon, en piscine, c'est bien, on apprend, enfin, on essaie d'apprendre les bons gestes, tout ça, mais après, la mise en pratique, je trouve que c'est un peu plus compliqué, en fait. Derrière, qu'est-ce qu'il faut penser en premier temps à mettre en œuvre quand on s'entraîne à l'extérieur pour essayer de remettre en pratique? Qu'est-ce qui est là le plus important, en fait, pour être plus efficace lors d'une compète, quoi, après. Ouais. Alors, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est qu'en fonction déjà de l'endroit où tu nages en eau libre, tu vas pas avoir la même technique de nage. Si tu nages à l'étang de Fins, tu peux nager comme en piscine, quoi. Enfin, la plupart du temps, tu as peu de chances quand même d'avoir des vagues, à moins qu'il y ait beaucoup de vent, mais bon, ce ne sera pas des vagues de 2 mètres non plus. Donc, tu peux quasiment nager de la même manière. En sachant qu'en eau libre, la plupart du temps, tu vas avoir une combinaison. La combinaison, alors ça remplace pas un pool boy, mais quasiment. Ça t'aide quand même vachement à flotter, une combinaison de natation. Donc c'est un gros avantage pour les non-nageurs et ceux que je disais tout à l'heure qui sont un petit peu debout dans l'eau. Ça aide vachement à flotter. Donc déjà, ça règle un petit peu le problème de la flottaison. Donc du coup, là, tu peux mettre moins de jambes. Tu as besoin de moins de concentrer, on va dire, sur la flottaison. Il vaut mieux prioriser. De toute façon, toujours, là, le premier principe, hein, si je reprends, celui que j'avais mis en premier, donc la flottaison, et après, c'était la propulsion. D'accord? Donc, être efficace au niveau de tes appuis et la propulsion. Pour avoir une bonne propulsion, il faut commencer par surtout une bonne position à venir chercher, une bonne amplitude gestuelle. Donc, si tu fais un bon semi-rattrapé, tu vas bien chercher loin devant en glissant, en restant dans une position hydrodynamique. Derrière, tes appuis vont être plus efficaces, ta propulsion va être plus efficace. Tout va découdre de là, en fait. Je ne sais pas si c'était ça la question, mais… Ouais, c'est ça, parce que du coup, faut se focaliser sur quelque chose. Et puis, c'est vrai qu'on manque d'expérience dessus. La glisse. Cherche à glisser au maximum, à glisser. Et pour glisser, si tu as une main qui glisse devant, il faut que ta propulsion soit efficace avec l'autre main. En fait. Et avoir une propulsion efficace avec ta main sous l'eau va t'aider à mieux glisser avec la main tendue devant. C'est un ensemble. Mais voilà. Et se concentrer sur la glisse, déjà pour toutes les raisons qu'on a abordées au niveau de l'amplitude, hein, ça permet d'être économique, relâché et de glisser. Donc voilà, c'est tout bénéf. Et revenir sur… le problème, c'est qu'à l'entraînement, à l'échauffement, etc., quand on se concentre sur la technique, souvent on arrive à nager propre. Et quand on arrive en compétition, on pense qu'il y a une chose, c'est aller vite. Et sauf que quand on nage vite, on nage pas propre. Hein. À un niveau, la plupart des niveaux débutants, entre guillemets, on n'arrive pas à nager propre et nager vite en même temps. En tout cas, quand on a l'intention de nager vite, on nage plus propre. Tous les défauts reviennent à puissance 1000. Okay, donc, concentrez-vous sur nager propre. Et croyez-moi qu'en nageant propre, vous allez nager vite. En tout cas, plus vite que si vous essayez de nager vite. Okay. Et puis en triathlon, il faut encore être suffisamment lucide à la sortie de l'eau pour aller rouler et aller courir derrière. Donc, si vous finissez la natation complètement cramé, ça va être compliqué. D'autres questions?
J'ai une deuxième question, hein, Ouais. sur plutôt au niveau de la respiration en termes de cadence de sortie de la tête de l'eau. Moi, je sais que je fais plutôt tout le temps au même moment, quoi, tous les 2 mouvements. Après, en termes d'expiration, on me dit que du coup, c'est une expiration plutôt longue. Est-ce que c'est quoi, 2 c'est bien ou 3 c'est peut-être mieux? Il y a plusieurs écoles. J'aurais tendance à te dire qu'à l'entraînement en bassin, privilégier du 3 temps. Pour plusieurs raisons. Déjà, moins de fois tu vas respirer, moins de fois tu vas avoir des freins. On a vu que la respiration, c'était un frein. D'accord. Après 5 temps, tu peux, mais il faut quand même prendre de l'air. Donc, 3 temps, c'est un bon compromis, je pense. 3 temps, c'est bien. Et deuxième truc, c'est que ça te permet de respirer à droite et à gauche. Et si tu es à l'aise à respirer à droite et à gauche, ça te servira en eau libre parce que le jour de la course, tu ne choisis pas de quel côté est la bouée. Okay. Et donc, si tu sais respirer que d'un côté et que pas de bol, le jour de ton triathlon, la bouée, elle est de l'autre côté, tu vas être obligé de regarder de l'autre côté. Et si tu n'es pas à l'aise du tout, tu vas perdre un petit peu de temps et surtout de l'énergie. Parce que quand on n'est pas à l'aise au niveau de sa respiration d'un côté et qu'on est obligé de respirer de ce côté-là, on est crispé, on est tendu, et on perd beaucoup d'énergie. Enfin, je pense que tout le monde le sait, l'a déjà expérimenté. Donc, je vous apprends rien. Donc, essayez au maximum. Alors après, au début, vous n'allez pas être du tout à l'aise si vous avez l'habitude de respirer en 2 temps. Ça va pas être agréable du tout de faire du 3 temps, en tout cas pas tout le temps. Donc, essayez de le faire par petite dose. Tu vois, à l'échauffement, je mets souvent 200 crawls ou 3 fois 100 techniques, machin, ce genre de truc. C'est de faire, par exemple, s'il y a 200 crawls, tu fais 50 mètres respiration à droite, 50 mètres respiration à gauche en 2 temps, 50 mètres respiration 3 temps, et puis 50 au choix, par exemple. Toi, tu te fais des petits trucs, des petits trucs comme ça. Déjà, ça fait passer de 200 mètres un peu plus vite, et puis en plus, tu travailles techniquement. OK. Ok. Parce que, du coup, j'ai juste pas après de l'expérience, mais du coup, en compétition, il faut avoir le regard côté de la bouée, du coup. C'est mieux, ouais. Alors après, quand la bouée est loin, elle va plus être devant toi qu'à côté, donc Ouais. tu vas regarder plutôt devant, mais plus tu vas te rapprocher de la bouée, plus elle va se décaler légèrement sur ton côté. Donc, ouais, tu vas respirer du côté où est la bouée pour vérifier que tu es bien dans la bonne direction, dans l'axe, quoi. Ouais. Ok, merci. Ou au-delà de la bouée, si c'est possible que tu te retrouves dans l'eau avec pas grand monde autour de toi. Il suffit qu'il y ait un mec qui soit à ta gauche, c'est bien d'avoir un repère comme ça, toi, entre guillemets. Alors, pas toujours, hein, attention, ne pas faire confiance tout le temps aux autres, mais plutôt que de regarder tout le temps la bouée, tu te fies au mec à côté de toi, tu regardes de temps en temps. Si tu as l'impression qu'il va droit, tu regardes un peu moins la bouée, tu suis juste le mec. Donc, du coup, au lieu de respirer, et puis en plus, ça permet de prendre un peu sa vague. Et du coup, tu vas toujours respirer côté où il y a le mec pour vérifier que tu es dans son allure. En plus, ça te permet de te caler à un train, de vérifier que tu es régulier. Donc voilà, si le mec il est de l'autre côté, du côté où tu ne sais pas respirer, du coup, tu regardes le vide, tu regardes le large ou tu regardes la plage, mais tu n'as pas de repère. Ok. Pas d'autres questions? Oui, non, peut-être. Eh ben, écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que la visio vous aura plu. Et puis, si jamais il y a d'autres questions qui vous reviennent, n'hésitez pas à me les envoyer par message ou à me les poser sur le bord du bassin. J'y répondrai avec plaisir. Je suis là pour ça. Et puis, sinon, je vous souhaite une bonne soirée, bon appétit si vous n'avez pas encore mangé. Et puis bon week-end, avec beaucoup de kilomètres de natation, de vélo et de course à pied pour être en forme cet été. Bonne soirée à tout le monde. Bon, Salut. Bon week-end et merci. Merci à toi. Bonne soirée, merci. À demain.